de l'anti-atlas. Mais pour la dorsale Argibet, on en parlera tout à l'heure. Donc, voilà le paléoprotérozoïque. Et le mésoprotérozoïque, nous avons une lacune. Donc ça, je peux aussi vous dire un mot tout à l'heure, parce qu'il y a quand même des récentes découvertes. Et puis, nous avons le néoprotérozoïque, qui est formé de 3 formations ici. Tout ceci est affecté par la première phase de l'orogenèse panafricaine. Et puis, nous avons ici le néoprotérozoïque qui commence et qui est également une deuxième phase de l'orogenèse panafricaine. Voilà. Donc, nous avons, ça c'est au niveau de l'anti-atlas, nous avons le paléoprotérozoïque. Je crois qu'il y a un schéma où j'ai résumé ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, nous avons l'archéen au niveau de la dorsale Argibet. Nous avons le paléoprotérozoïque au niveau du Argibet et de l'anti-atlas. Le mésoprotérozoïque, bon, il est absent, non pas à l'échelle du Maroc, mais presque tout le craton ouest-africain. Alors, la limite ici, donc nous avons de 360 jusqu'à 2500. Le début du paléoprotérozoïque, de 1500 jusqu'à 1600. Donc, il n'y avait rien. À partir de 1000, nous avons le néoprotérozoïque. Alors, ce néoprotérozoïque, et puis nous avons bien sûr, voilà ce que nous avons. Donc, le précambrien, l'archéen, le paléoprotérozoïque et le néoprotérozoïque. Le mésoprotérozoïque, nous ne l'avons pas. Je vais quand même en dire un petit peu tout à l'heure. Alors, la subdivision, je reviendrai, voilà. Donc, le paléoprotérozoïque, c'est ce qu'on appelle le P1, l'ancienne subdivision de Schubert. Le néoprotérozoïque, c'est ce qu'on appelle le P2 et le P2-3, peu importe, de Schubert. Il est composé de 2 groupes, de supergroupes. Celui-là, un seul groupe. Le néoprotérozoïque, 2 supergroupes. Le supergroupe de l'anti-atlas, c'est le plus ancien. Et puis, le supergroupe de Ouarzazate. Voilà. Donc, nous avons l'archéen et nous avons le paléoprotérozoïque et nous avons le néoprotérozoïque. Le néoprotérozoïque, nous avons 2 supergroupes. Donc voilà, le paléoprotérozoïque, le néoprotérozoïque de là jusque là, avec ici je ne sais pas où on a mis ça. Voilà, on n'a pas mis la nomenclature, peu importe. Donc voilà, le supergroupe de Ouarzazate, de Sahro, c'est de là jusque là. Et puis le supergroupe de Ouarzazate, c'est ici. Voilà, exactement à partir de là. Voilà, exactement, Tanalt Ouarzazate. Et tout le reste, c'est le supergroupe de Sahro. Alors, maintenant, on arrive à la dorsale Argibet. C'est là où nous sommes arrêtés la dernière fois, non? Il y a quelqu'un qui peut me répondre? Oui, monsieur, on a arrêté dans le tableau. On a arrêté dans le tableau. Ah oui, donc ça, on s'est arrêté au niveau du tableau, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Alors maintenant, donc, on va commencer l'étude du précambrien dans l'anti-atlas et dans le domaine saharien. Donc nous avons l'archéen, le paléoprotérozoïque et le néoprotérozoïque. Alors, on commence par la dorsale Argibet. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le craton ouest-africain, on trouve 2 affleurements du précambrien, c'est la dorsale de Man au sud et la dorsale Argibet ici. Alors la dorsale Argibet, donc la limite sud du Maroc, c'est à peu près par là, et ça continue à peu près comme ça. À peu près ça. Donc la dorsale Argibet, c'est une vaste boutonnière ou bien patate allongée, donc sud-ouest, nord-est. D'accord? Donc il est à cheval entre les 3 pays, le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Donc voilà, c'est cette patate. Le reste, ça c'est des terrains paléozoïques, Tindouf, ça c'est des terrains paléozoïques, Tindouf au nord, ça c'est le bassin de Taoudini. Et puis vous avez, donc l'anti-atlas, elle est séparée de la dorsale Argibet par le bassin du Tindouf. Et puis de l'autre côté par le bassin de Tarfaya Layoun. Voilà, bassin de Tarfaya Layoun, ça c'est beaucoup plus récent. Mais le plus grand bassin paléozoïque, c'est Tindouf et Taoudini. Voilà. Alors, un petit peu en détail, donc la dorsale Argibet,
il est constitué, comme on le voit ici, je crois, chez la chaîne. Normalement, je crois qu'il y a une carte qui est... Voilà. Donc vous avez ici de l'archéen. Je reviens par là. Donc vous avez ici de l'archéen qui compose la partie sud-ouest. C'est ce qui est en violet. Je ne sais pas comment vous voyez la couleur. C'est celle-là. Voilà l'archéen. Et puis vous avez donc tout ceci, c'est les burniens, c'est-à-dire le paléoprotérozoïque. Donc voilà, en gros, en détail, c'est-à-dire en gros, sans rentrer dans les détails. Donc retenez bien que la dorsale Rgibet, donc c'est la limite entre les trois pays, il est formé vers sa partie sud-ouest par l'archéen et sa partie nord-est par les burniens, c'est-à-dire le paléoprotérozoïque. Vous êtes maintenant obligé de vous familiariser avec ce terme. Donc voilà, c'est les différentes formations, bien sûr. Ça, c'est la carte un petit peu de détail de la dorsale Rgibet. Alors l'archéen, c'est-à-dire cette partie-là. Les terrains archéens, ils forment, comme je vous dis, la partie ouest, etc. Il est formé par un socle qui est âgé de 3,5 milliards d'années. C'est-à-dire, donc, il nous sépare de la création de la Terre exactement 1 milliard d'années. Il est constitué de gneiss, de granit, de métagabbro, d'amphibolite. Peu importe les terrains. L'essentiel, ce sont des terrains de roches magmatiques, c'est-à-dire le granit et les roches métamorphiques, c'est-à-dire le granit métamorphisé que nous donne des gneiss, et les gabbros métamorphisés que nous donnent des métagabbros, et des anciennes roches basiques, des basaltes ou autre chose, qui nous donnent des amphibolites. Donc retenez, donc le socle archéen, il est formé essentiellement de roches magmatiques et métamorphiques. Voilà, c'est simple. Alors la déformation, elle est de forte intensité, parce qu'elle avait subi l'orogenèse archéenne, et elle a subi l'orogenèse éburnienne, donc il a subi beaucoup d'événements tectoniques, ce qui fait que c'est normal, toutes les roches elles seraient métamorphisées, déformées, schistosées, etc. Tout ce que vous savez, plissé, tout ce que vous avez étudié en géologie structurale. Alors, donc la déformation est de forte intensité avec des plis isoclinaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des plis, mais c'est certainement, vous l'avez vu l'année dernière. Donc des plis isoclinaux, ce sont des plis qui ont des flancs parallèles. Donc vous imaginez donc des plis avec des flancs parallèles, ça veut dire que la déformation elle est très forte. Plus le pli est fermé, plus la contrainte est très intense. Et bien sûr, nous avons un métamorphisme de moyen à fort degré et nous avons la foliation. Qui dit foliation, si vous vous rappelez un petit peu de lorsqu'on vous a parlé au niveau de la géologie structurale, nous avons la schistosité, oui, et même au niveau de la première année d'ailleurs, nous avons parlé de la schistosité de fracture, et puis la schistosité de flux, et puis la foliation. C'est-à-dire, la foliation veut dire que la roche est recristallisée. Tous les minéraux ont réagi entre eux et ont donné d'autres minéraux, etc., et qui se sont allongés. Ça veut dire que la déformation est soulignée non pas par des fractures, mais par des minéraux orientés. C'est ce qu'on appelle la foliation, donc avec une déformation donc nord-ouest, sud-est à nord-est, c'est-à-dire une déformation dans ce sens ou bien dans ce sens. Ça veut dire que la contrainte était soit comme ça, soit comme ça. D'accord, donc je répète, donc l'archéen, entre 3 et 2,5, entre 3,6 et 2,5 milliards d'années, constitué de terrains métamorphiques et magmatiques, avec une déformation très intense et un métamorphisme moyen à très fort. Voilà donc, sans rentrer dans les détails. Donc si vous voulez un petit peu les détails, vous allez les trouver au niveau de cette carte. Bon, si un jour vous aurez affaire un petit peu à cette boutonnière. Il y a des cartes géologiques de 100 000 qui ont été faites, dont je crois 50 000 même, mais ce n'est pas facile à faire parce qu'il y a beaucoup de sable
Il n'y a pas beaucoup, le socle n'affleure pas énormément dans le Sahara, comme vous le savez bien, ce qui fait que l'essentiel de ces cartes à 50 000 sont couvertes par des sables, par le quaternaire. Donc voilà que je vous dis pour la limite. Voilà, donc voilà ce que nous avons comme partie archéenne. C'est ça, c'est un petit peu ce triangle. Et puis, bien sûr, nous avons cette partie ici. Tout ceci donc avec à l'ouest de la Mauritanie. Et sur ces, voilà donc la légende pour les cartes. Ça c'est en 2014, c'est quand même quelque chose qui est ancien. Voilà, ça c'est le détail de ça. Donc voilà, on a parlé de l'archéen, donc nous avions dit que c'est essentiellement métamorphique et magmatique. Alors le paléoprotérozoïque, c'est-à-dire cette partie nord-orientale. Alors il est formé de dépôts détritiques. Voilà, donc là on trouve des roches métasédimentaires. Tout à l'heure c'était des roches métamagmatiques. Donc c'est des roches magmatiques déformées. Ici on trouve des roches sédimentaires, c'est des anciens dépôts détritiques. C'est le quartz ferrugineux. D'ailleurs une bonne partie je pense, du fer de la Mauritanie, il vient de ces terrains. Volcanodétritique et volcanique. Ça veut dire nous avons du volcanisme et de la sédimentation. Donc nous avons une formation volcanodétritique. En gros, je ne veux pas rentrer dans les détails. Leur déformation est associée à un métamorphisme de faible à moyen degré, qui est daté de 2 milliards d'années. Parce que l'orogenèse éburnienne, c'est elle qui vient, ou bien qui achève le paléoprotérozoïque, c'est 2 milliards d'années. Ça donc, c'est la formation encaissante, c'est l'encaissant. Et puis des intrusions granitiques, bien sûr variées, d'âge éburnien, nous avons de 2200 jusqu'à 1700. Vous vous rappelez bien, les granites de l'Archéen, c'est 3,5 jusqu'à 2,5. Ici, c'est 2,2 jusqu'à 1,7 milliard d'années. Alors, donc ce socle précambrien, l'Archéen plus l'éburnien, c'est-à-dire toute cette patate, elle va rester stable, c'est le craton ouest-africain. Sa couverture sédimentaire, il va rester stable, c'est-à-dire, après l'orogenèse éburnienne, ça y est, on a formé un continent. Il n'y a plus, donc nous sommes, si vous voulez, donc le filia abyssin. C'est bon, donc il n'y a pas de mer, il n'y a rien du tout. Nous sommes sur un continent. Et c'est resté donc stable, c'est resté un continent jusqu'à le néoprotérozoïque, jusqu'à environ 1 milliard d'années. Ensuite vient le néoprotérozoïque pour le couvrir et ensuite le paléoprotérozoïque. Donc il y a cette lacune, pendant le mésoprotérozoïque, il n'y a pas de dépôt, au moins si ça existe, ça serait vraiment quelque chose qui est rare. Cette couverture néoprotérozoïque et paléoprotérozoïque n'est pas ou très peu déformée. Ce n'est pas comme au niveau de l'anti-atlas, comme nous allons le voir. Donc c'est resté presque une couverture sédimentaire qui n'est pas très bien déformée, subtabulaire. Parce que l'orogenèse panafricaine n'était pas très forte, l'orogenèse hercynienne n'était pas très forte non plus. Voilà, alors je répète, pour la dorsale Argibat, nous avons donc, voilà, je reste là, nous avons dans la partie ouest, sud-ouest, l'Archéen, formé de terrains magmatiques et orthomagmatiques, c'est-à-dire des terrains magmatiques déformés. Alors que la partie nord-orientale, elle est formée d'un socle, c'est-à-dire qui est formé de terrains détritique à volcanodétritique qui est intrudé par des granites qui ont cet âge. Alors pour l'Archéen, la déformation elle était très intense, le métamorphisme il était très intense. Alors que pour le burnien ici, donc la partie nord-orientale, la déformation ainsi que le métamorphisme sont faibles. Voilà donc pour la dorsale Argibat sans rentrer dans les détails. C'est juste pour que vous ayez une idée.
et le détail, vous allez les voir après pour ceux qui seront intéressés pour l'avenir. Maintenant, on monte vers le nord, c'est-à-dire on a vu la dorsale d'Argibat, on a dépassé le bassin du Tindouf, on monte vers le nord. Donc voilà l'anti-atlas au niveau du Maroc. Voilà, vous avez ici Sidi Ifni, donc entre Sidi Ifni et Trfaya un peu vers le sud. Donc l'anti-atlas, il prend donc naissance de la zone sud de Sidi Ifni et voilà, elle se termine vers, donc avant d'arriver un petit peu à Rachidia. Donc vous voyez c'est Tinrir, vous voyez c'est Ougnat et voilà donc avant d'arriver à Rachidia. Donc c'est une chaîne de montagnes qui est allongée donc comme la dorsale d'Argibat d'ailleurs, sud-ouest-nord-est, sur environ 700 km. Alors, le précambrien dans l'anti-atlas, alors, il apparaît sous forme de fenêtre. Voilà le précambrien. Voilà, c'est tout ce qui est marron foncé. Un petit peu ici. Non, pardon. Voilà, ça c'est du paléozoïque. Voilà donc la patate de Sirois. Voilà Znaga. Ça c'est le nom des boutonnières Bouazer, Jbel Sahro, Ougnat. Ici nous avons Agadir Melloun. Ici nous avons Igrda, Igrm, la boutonnière de Kerdous, la boutonnière de Tagragradaqa, la boutonnière d'Ifni et la boutonnière du Badra. Donc tous les gens qui vont travailler sur le précambrien, voilà les mots qui vont se répéter lorsque vous abordez le précambrien au Maroc. Parce qu'il affleure d'une façon discontinue. Sous forme de fenêtres, on les appelle des boutonnières. Bon, c'est Schubert qui a lancé ce nom et ça reste depuis. Voilà, donc dans l'anti-atlas, le précambrien affleure sous forme de fenêtres qui sont enveloppées par une couverture peu déformée d'âge paléozoïque, c'est tout ce qui est en rose. D'accord? Donc, je ne sais pas si je peux lui passer ça. Non. Alors, c'est parti. Comment je peux revenir? C'est bon. D'accord? Voilà, donc le précambrien de l'anti-atlas, il se forme de fenêtres qui sont enveloppées par la couverture paléozoïque. Mais on peut trouver quand même du précambrien au niveau du Haut-Atlas, parce que la limite, voilà le Haut-Atlas. Le Haut-Atlas, il est limité par l'accident sud-atlasique, c'est ça. C'est l'accident rouge. Alors, le Haut-Atlas, c'est déjà Jbel Sirois. Vous savez, le Haut-Atlas et l'Anti-Atlas au Maroc, ils se rejoignent, ou bien effectivement, ils se rejoignent au niveau du Jbel Sirois. Dans Sirois, nous avons déjà, ça fait déjà partie de l'Anti-Atlas, mais nous avons même au niveau du Haut-Atlas du précambrien. Donc, les conditions, si tout va bien, on ira faire la sortie au niveau de la vallée de l'Orica. Et le fond de la vallée de l'Orica, lorsqu'on s'approche de Sidi Fatma pour les gens qui étaient déjà là-bas, vous avez déjà du précambrien. Donc le précambrien, on le trouve essentiellement de l'anti-atlas, un petit peu au niveau du haut-atlas, et nous avons découvert aussi des petits bouts au niveau de la meseta occidentale, et même un petit peu au niveau de la meseta orientale. Un petit peu de l'orif, mais ce n'est pas vraiment très important. Donc retenez que le précambrien, au niveau de l'anti-atlas, il est développé essentiellement au niveau de l'anti-atlas ici. Mais pas tout l'anti-atlas, il affleure sous forme de boutonnière ou bien disons anticlinaux si vous voulez. Donc vous voyez là c'est un 5, donc nous voyons ici un anticlinal, là c'est un synclinal, un synclinal, un anticlinal, etc. Donc vous imaginez, c'est un peu déformé comme ça, voilà. Donc nous avons un anticlinal, un synclinal, anticlinal, synclinal, anticlinal, synclinal et anticlinal, etc. Lorsque donc on dégage tout le paléozoïque et on garde le précambrien, donc voilà ce qu'on trouve. Voilà donc le précambrien au niveau de la chaîne anti-atlasique. Voilà donc pour la répartition des âges. Donc vous avez le paléoprotérozoïque, c'est tout ce qui est violet. Le groupe de Tardout, c'est-à-dire une partie du néoprotérozoïque, c'est tout ce qui est bleu. Et puis vous avez tout le reste, donc c'est du néoprotérozoïque avec, donc ça normalement le groupe de Tardout, et c'est une erreur,
Normalement, ça fait partie. Normalement, ça devrait monter un petit peu vers là. Voilà donc pour l'anti-atlas. Alors, l'anti-atlas, donc c'est une chaîne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, orientée sud-ouest-nord-est, sur environ 750 km. D'accord? Donc depuis la région de Sidi-Fini jusqu'à Rachidia. Ici, au nord, il est limité par l'accident sud-atlantique, ou bien le sud-accident sud-atlantique, d'ailleurs c'est le bassin de Souskoulou, c'est tout cela. Et puis vous avez le bassin de Ouarzazate-Rachidia. Donc nous avons, lorsque vous voyagez par exemple ici, donc vous êtes toujours dans la plaine, etc. Vous rentrez dans les reliefs de Sirois, vous descendez donc, lorsque vous partez de Ouarzazate jusqu'à Rachidia, donc vous avez sur une plaine, tous les reliefs que vous avez à droite c'est le Jbel Sahro, tout ce que vous avez à gauche c'est le Haut-Atlas. Alors l'accident donc sud-atlantique, qui est la limite nord de l'anti-atlas, donc c'est une structure, comme vous le voyez, donc orientée sud-ouest-nord-est. Normalement, c'est un accident qui part depuis très probablement la dorsale océanique et ça continue jusqu'à la Tunisie. Il traverse tout le Maroc, toute l'Algérie, jusqu'à Gabès en Tunisie. Donc ici au Maroc, il se manifeste par le bassin d'Agadir et le bassin de Ouarzazate-Rachidia. D'ailleurs, les tremblements de terre, je vous en parle la dernière fois d'Agadir, de 1960, c'était un mouvement de celui-là. D'ailleurs, vous entendez très souvent des mouvements au niveau de Rachidia, Ouarzazate, c'est toujours lié à cet accident. Et même l'Asnam en Algérie, etc. Alors géographiquement, mais ça ne veut pas dire grand-chose, l'anti-atlas il est subdivisé en anti-atlas occidental. L'anti-atlas central, c'est la région de Ouarzazate, Bouazar, Taznart, Sirois, etc. La région l'orientale, donc c'est tout ce qui est vers le nord de Ouarzazate, c'est Jbel Sahro. Et ici, donc, c'est toutes les grandes boutonnières de Kardous, Agadir Melloul, Fni, Badra. Et donc Badra ici, et Fni vers là, et etc. le Tagragla, Daqa. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste une répartition géographique. Ce qui est très important, c'est, voilà, donc c'est juste pour les boutonnières, il faut donc vous familiariser maintenant avec les boutonnières. Parce que dans toutes les publications, les thèses, les articles, tout ce qui est minéralisation, tout ce qui est autre chose, on vous parle toujours de ces boutonnières. Donc, voilà. D'ailleurs, ce sont donc, vous voyez que les richesses, les plus grandes richesses, à part les phosphates du Maroc, ils viennent de l'anti-atlas. Alors, nous avons la plus grande mine d'argent du Maroc, c'est au niveau de Sahro. Pour Ouazzar, comme vous le savez bien, c'est du cobalt. Et au niveau de Sahro également, nous avons ici Bouskour. Au niveau du Sirois, vous avez Zgounder. Et voilà l'or donc qui vient de, apparemment c'est fini, c'est au niveau de Tagragra Daqa. Ici, c'est la boutonnière d'Aqa. Et le cuivre, il est très exploité actuellement dans toute cette zone au niveau de Iram et à un certain moment au niveau de Blida. Et on le trouve maintenant un peu partout au contact du précambrien et du paléozoïque. Donc la richesse, la plus grande richesse du Maroc, elle vient pour le moment, enfin même, peut-être même pour l'avenir, je ne sais pas, de l'anti-atlas, bien sûr, plus les phosphates, bien sûr, qui viennent au niveau de la plaine. Alors, donc la répartition géographique dont je parle n'est pas très intéressante. Ce qui est très intéressant, c'est que l'anti-atlas est transversalement, ça c'est longitudinal, c'est transversalement subdivisé. Donc voilà l'accident sud-atlantique, c'est ça. Il y a maintenant un accident, ce qu'on appelle l'accident majeur de l'anti-atlas, c'est ça. Il part depuis Sirois, il passe au nord de Taznart, Taznaga, il passe au nord de la boutonnière de Bouazar et au niveau de Zagoura, il y a une bifurcation. Cet accident, il continue pour qu'il soit parallèle à l'accident sud-atlantique et là, il se continue pour aller en Algérie pour fermer la chaîne de Garta ou bien la limite est du craton ouest africain. Donc l'accident au Maroc, voilà l'accident sud-atlantique et là, il se continue. Et l'autre, il se continue. Donc, il y a une bifurcation ici, un accident ici, et un autre là. Mais celui qui nous intéresse, c'est surtout ça, parce que c'est lui qui coupe l'anti-atlas en deux. Alors,
c'est quoi ces deux parties? Nous avons l'anti-atlas. Les voilà donc l'accident sud-atlasique. Et voilà. On peut donner le contrôle, arrêter le bruit, se passe. Voilà donc l'accident sud-atlasique. Et voilà l'accident majeur de l'anti-atlas. Mais voilà une autre branche qui se continue par là. Alors, il subdivise l'anti-atlas en deux. L'anti-atlas sud-occidental, et l'anti-atlas nord-oriental, bon, j'aurais dû la décaler un petit peu vers le nord, c'est-à-dire Shamal Sharqi. Alors, ces deux domaines, géologiquement, ils sont déjà différents. L'anti-atlas sud-occidental, comme vous le voyez, c'est presque la limite nord du craton ouest africain. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve? On l'appelle l'ancien domaine, qui est stable depuis l'orogenèse éburnienne. C'est-à-dire depuis 2 milliards d'années, il était déjà stable. Il est structuré et est cratonné au cours de l'orogenèse éburnienne. Elle fait donc partie du craton ouest africain. Voilà la limite. Alors, la partie nord-orientale, on l'appelle la zone mobile. Pourquoi mobile? C'est-à-dire il a bougé postérieurement à l'éburnien. Pourquoi je ne pars pas? D'accord? Donc la partie sud-occidentale, elle est stable depuis l'orogenèse éburnienne, depuis 2 milliards d'années, alors que la partie nord-orientale, elle a bougé pendant le panafricain, c'est-à-dire après 2 milliards d'années. Et bien sûr, ce qui a joué le rôle important de cette subdivision, c'est cet accident dont nous allons parler, qui a joué un rôle important dans la géodynamique de l'anti-atlas. Donc la subdivision géographique dont je vous ai parlé, c'est-à-dire occidentale, centrale, orientale, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est ça. Donc voilà l'accident sud-atlasique. Voilà la partie sud-occidentale qui reprend toutes les boutonnières de Bouazaz, Znaga, Agadir, Mlouli, ça va jusqu'à Badra. Et puis, normalement, la partie nord-orientale, il prend tout Jbel Sirwa et Jbel Sahro et Ognet. Voilà. Vous voyez même, géologiquement, ils sont déjà différents. Par exemple, le terrain paléoprotérozoïque, d'accord, et cette groupe de Tardout, normalement, qui est également attribué à ça. Voilà, on les trouve, voilà le violet uniquement ici et ce bleu, alors qu'on ne trouve pas le violet ici. Donc, ça veut dire que ça, c'est déjà très ancien, et ça, c'est récent. Voilà, c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le domaine le plus ancien, ou bien le plus stable depuis l'orogenèse éburnienne, et celui-là, c'est la partie récente, et elle est mobile dans l'orogenèse panafricaine que nous allons voir après. Donc l'accident majeur de l'anti-atlas, donc on en a déjà parlé, je vous ai dit donc qu'il passe par là, il passe au sud de Jbel Sirwa, donc au nord de Tizin Taratin, et puis bon, ça c'est très connu, et Teznart, et puis il passe à travers la boutonnière de Bouazar, donc le voilà, et puis voilà, il part ici, donc comme je vous dis, il y a une bifurcation, une partie comme ça, et l'autre partie qui part parallèlement à l'accident sud-atlastique. On va revenir sur cet accident. Oui, il y a un micro qui, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir fermer vos micros, sauf si vous avez quelque chose d'important à me dire. Alors, maintenant, on a parlé donc de l'anti-atlas. S'il vous plaît, fermez vos micros, il y a un micro qui dérange. S'il vous plaît, il y a un micro qui dérange. Alors, donc on a parlé de l'anti-atlas. Maintenant, on va aborder les terrains proprement dits. Alors, donc, on va avoir le paléoprotérozoïque, c'est-à-dire donc le terme le plus ancien au niveau de l'anti-atlas.
On l'appelle aussi, bon, le paléoprotérozoïque, c'est un petit peu le terme international, que ce soit en anglais, en français, etc. Mais en français proprement dit, donc, on l'appelle le protérozoïque inférieur. Je mets entre parenthèses le P1, parce que c'était l'ancienne subdivision de Schubert, et même maintenant, la plus grande partie, pour ne pas vous dire 90% des géologues marocains, ils utilisent encore le terme P1, P2, P3. Donc, si vous entendez le P1, c'est la même chose sur le paléoprotérozoïque. C'est le protérozoïque supérieur, c'est les Burniens, ou bien le P1. Alors, elle est largement développée dans le domaine sud-ouest. Pour qu'on voit sur la carte, voilà le paléoprotérozoïque. Voilà, c'est ce qui est mauve. Pour ceci, pourquoi il est là, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Voilà, donc le paléoprotérozoïque, c'est tout ce qui est en violet, donc le voilà ici, le voilà un petit peu là, le voilà ici, au niveau de la boutonnière de Kardous. La boutonnière de Kardous, c'est la boutonnière du Tafraout. D'ailleurs, c'est la plus grande au niveau de l'Atlas. Schubert l'avait appelé Kardous parce qu'il y a un petit village où, je sais pas, c'est peut-être, je sais pas exactement pourquoi il a donné le nom du Kardous à la boutonnière, alors que normalement le village le plus grand c'est Tafraout. Et puis au niveau de Iram, il y a quelques petits, un petit peu au niveau ici, mais c'est vraiment des petits points qui effleurent ici. Au niveau de Tagragradaka, donc voilà, donc il y a quand même, c'est là où on trouve le gisement d'or. Au niveau de Tagragra de Tata également, un petit peu. Au niveau de Igrda, Agadir Melloul, mais le plus grand affleurement, normalement, on les trouve au niveau de la boutonnière de Znaga et la boutonnière de Kardous. Alors que ici, dans la partie nord-orientale, on n'a pas de Liburnien. Voilà, donc nous l'avons juste ici. Même au niveau du Boisard, on n'a pas de Liburnien. Il y avait à un certain moment une formation qui était considérée éburnienne par Schubert, mais les datations récentes ont montré que c'est du néoprotérozoïque. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire les terrains éburniens au niveau de l'anti-Atlas? C'est un puissant système à prédominance de matériel schisteux plissé introduit du granit, comme au niveau de la dorsale Argibet. Donc on a dit que nous avons un matériel, c'est-à-dire volcano-détritique. Ici au niveau de l'anti-Atlas, c'est essentiellement grésopélitique, avec une dominance des termes pélétiques. Peu importe. Pour le moment, c'est devenu schistosé. C'est devenu des schistes, des mécaschistes, des gneiss, on en parlera, qui sont plissés et qui sont intrudés par des granites. Et ceci, c'est l'effet de l'orogenèse éburnienne. Voilà, donc le socle éburnien, il est formé donc de terrains métamorphiques. Voilà, c'est des schistes et intrudés par des granites. Le matériel schisteux, c'est une série polystructurée, c'est-à-dire déformée plusieurs fois. Polymétamorphique, c'est-à-dire métamorphisée plusieurs fois. Elle est métamorphisée lors de l'orogenèse éburnienne et lors de l'orogenèse panafricaine. C'est pourquoi on dit polystructurée et polymétamorphique. Elle est schistogréseuse, ça veut dire formée essentiellement de schiste avec des alternances de grès, mais à dominance gréseuse et de métagroaques. Voilà, donc métagroaques, c'est-à-dire des anciens groaques qui sont métamorphisés. Donc pour l'essentiel, donc c'est une série schisteuse, c'est-à-dire métamorphisée. Elle a subi au moins 2 métamorphismes superposés. Comme je vous l'ai dit, polystructurés, polymétamorphisés. Le premier événement donc, qui a produit le métamorphisme, il est généralement le plus intense. Il appartient aux événements éburniens, vers 2 milliards d'années. Le second, il est rétrograde, c'est-à-dire d'un degré faible. Le terme rétrograde, on le verra dans le métamorphisme après pour ce degré. Peu importe, vous le considérez pour le moment faible degré. Le second, donc rétrograde, se rattache aux événements panafricains. Donc je répète, le socle schisteux du paléoprotérozoïque, il est composé de terrains polymétamorphiques qui est affecté par 2 événements
métamorphique, et bien sûr, il a des formations aussi. Le premier, donc, c'est le plus intense, il est lié aux événements hiberniens, l'orogenèse hibernienne. Le second, il se rattache à l'orogenèse panafricaine. Alors, le degré de métamorphisme hibernien, il est très variable. Il va de l'épizone à la catazone. Ça veut dire quoi? Normalement, si vous l'avez vu en première année, lorsque on vous a parlé de la pitro, l'épizone, c'est le début du métamorphisme. La catazone, c'est la fin du métamorphisme. C'est lorsqu'on atteint la fusion. Donc, nous avons le métamorphisme vraiment depuis le début jusqu'à la fin. On y trouve des schistes. Vous vous rappelez un petit peu le cours de la première année, on parle des schistes, les mécaschistes et les gneiss. Donc, au niveau du atlas, nous avons des schistes, nous avons des mécaschistes à grenat, sélémanites, cordérites. Ça, ce sont des minéraux de métamorphisme. Et puis, nous avons les gneiss migmatiques. Donc, vous les avez vus d'ailleurs, normalement au niveau des TP, etc., vous avez des schistes, des mécaschistes et des gneiss. Les migmatites, c'est quoi? C'est des roches qui ont atteint la fusion. C'est un mélange de gneiss et de schiste, en même temps, avec des passés de roches magmatiques. Donc, c'est le début de la fusion. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le métamorphisme, il va depuis l'épizone jusqu'à la catazone. Ça veut dire concrètement ça. Je parle depuis les schistes jusqu'aux migmatites. Ce métamorphisme est localement accompagné d'une migmatitisation, c'est-à-dire une fusion partielle. Et ceci, ce truc de migmatisation, on le verra lorsque nous irons, Inch'Allah, sur la vallée de l'Ourika. Donc, les migmatites, on les trouve un petit peu au niveau de la boutonnière de Kerdous, au niveau du Znaga et au niveau de Ekada, on a vu des migmatites. Ça, c'est-à-dire tout ce métamorphisme, c'est celui de l'orogenèse hibernienne. Le second, c'est-à-dire l'autre métamorphisme, et les d'âge panafricain, c'est un métamorphisme épizonal, c'est-à-dire faible. Qu'est-ce qu'il a entraîné? Il a entraîné une transformation presque complète des roches qui existent déjà, qu'elles soient magmatiques ou métamorphiques, c'est-à-dire toutes ces roches formées ici, elles sont métamorphisées et transformées lors de l'orogenèse panafricaine. Alors, pour résumer, donc le Burnien, il y a un matériel schisto qui est essentiellement schisto-gréseux, affecté par deux événements métamorphiques, bien sûr, et tectoniques. Le premier, le plus fort, associé à l'orogenèse éburanienne, et le second à l'orogenèse panafricaine. Ça, c'est quelques diapositives. Donc, il y a celle que j'ai prise, parce que j'ai fait quand même pas mal de cartes. J'ai fait déjà 4 cartes géologiques, tous mes travaux d'ailleurs de mes thèses, etc. Donc c'est sur l'anti-atlas. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des boutonnières. Les boutonnières, c'est quoi? Ce sont des fenêtres. Je reviens. Voilà les fenêtres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous imaginez ici, nous avons marché sur un plateau. Et puis à un certain moment, vous avez des cuvettes. Ces cuvettes, vous avez le socle ici et vous avez des falaises qui l'entourent. Parce que normalement, c'est des anticlinaux, mais l'érosion, il a pris cette partie et le reste, il reste. Donc, pour avoir une bonne idée, des boutonnières, ce sont des fenêtres ou bien des cuvettes, à la shakl hafra, où apparaît vers le cœur le paléoprotérozoïque. Et la falaise et les falaises sont généralement formées du néoprotérozoïque et du paléozoïque, l'ère primaire. Voilà donc généralement l'allure générale des boutonnières. C'est du cuvette, c'est des creux, avec un fond, le précambrien, et voilà la falaise dont je vous ai tout à l'heure. Je vous ai dit que ce sont des boutonnières couvertes par des terrains paléozoïques. Voilà, donc tout ceci est couvert par des terrains paléozoïques, mais il est érodé au niveau de ces boutonnières et on voit des fenêtres qui apparaissent. Voilà, donc ça c'est le socle, c'est généralement des granites et des schistes et qui sont couverts par la couverture du néoprotérozoïque ou bien le paléozoïque et qui est traversé par beaucoup de filons basiques dont l'histoire est très compliquée. Donc voilà à quoi ressemblent les boutonnières au niveau de l'Atlas. C'est généralement désertique, avec il n'y a pas beaucoup d'habitations. Et voilà qui sont des creux entourés par des falaises.
Voilà un bon exemple. Donc il y a quand même des petites palmeraies, mais c'est vraiment quelque chose qui est réduit. Il y a des petits villages qui sont éparpillés le long des boutonnières, mais vraiment il n'y a pas beaucoup d'habitants. Voilà toujours dans la même boutonnière, c'est au niveau de Igrda. Donc voilà encore une autre allure avec tout le socle. Ici c'est des terrains donc précambriens et qui sont couverts ici comme vous le voyez par la Doudounia, on en parlera après. C'est le paléozoïque, c'est les terrains primaires. Voilà, une discordance majeure. Le paléozoïque sur le paléoprotérozoïque, vraiment, il n'y a pas de mésozoïque, il n'y a pas de néoprotérozoïque. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est généralement des terrains sombres, composés de schiste, micaschiste, granit, etc. Alors le socle, je vous ai dit tout à l'heure, il est formé essentiellement de roches métamorphiques. Donc vous avez des schistes, des mécaschistes, des gneiss, d'accord? Et ici vous avez ce qu'on appelle des migmatites. Migmatite c'est quoi? C'est un mélange de roches magmatiques et de roches métamorphiques. D'ailleurs l'allure, tous les plissements, ça veut dire que cette roche, elle a atteint 1 degré de température très élevée. Ça, ce sont généralement des figures d'écoulement, ou bien on les plie facilement parce qu'elles étaient presque à l'état visqueux. D'accord? Donc voilà un petit peu toutes ces structures donc, qui rappellent un petit peu donc, les hautes températures. Ça, c'est au niveau de Igrda, ça, c'est au niveau de Kardous, au niveau d'Aïtouafqa, pour les gens qui connaissent un petit peu la région. Ça, c'est au niveau d'Agadir Melloul, ça, c'est une association de paragneiss, c'est-à-dire des anciennes roches sédimentaires transformées en gneiss. Ce qu'on appelle un leucosome, c'est quoi? Un leucosome, c'est tout ce qui est blanc ici, c'est-à-dire la partie magmatique au sein d'une roche métamorphique. Voilà, donc ça, c'est les traces de la fusion. Donc la roche, elle est fondue, et voilà le liquide magmatique donc qui cristallise sur place. Et le reste, c'est des schistes. Donc voilà ce qu'on appelle un métamorphisme catasonal. On a atteint le plus grand degré de métamorphisme, c'est le début de la fusion. Donc on passe des schistes vers les mécaschistes, vers les gneiss, vers les migmatites. Donc voilà un petit peu les grandes composantes du socle paléoprotérozoïque au niveau de l'anti-atlas, mais ce qui est très abondant, ce sont essentiellement les schistes et les mécaschistes. Donc on a parlé du socle, c'est-à-dire de l'encaissant, pardon, pas de socle, de l'encaissant. Alors maintenant les granites. Donc tous les schistes, les mécaschistes dont je vous ai parlé, ils sont intrudés par des granites. Il y a vraiment beaucoup de granites. Donc si vous vous rappelez le schéma que je vous ai montré au début, ou lorsque je vous ai parlé de l'évolution du volume de la croûte continentale, et je vous ai dit normalement tel que vous le voyez sur le graphique, que l'essentiel de la croûte continentale, elle est formée pendant le paléoprotérozoïque et le néoprotérozoïque. Donc c'est pourquoi nous avons beaucoup de granit. Alors donc l'orogenèse éburionienne est accompagnée de la mise en place d'un portant massif granitique au niveau de l'anti-atlas. On garde la nomenclature de Schubert. Il a trouvé deux types. Un type, il a appelé Azgmerzi. Azgmerzi, c'est quoi? C'est le nom de l'oued qui traverse la boutonnière de Znaga, de Taznart. Taznart, c'est le village connu par les... Lorsque vous partez de Ouarzazate vers Agadir, donc c'est le premier grand village que vous traversez, c'est Taznart. Et c'est à partir de Taznart qu'on passe vers Bouazar et Blida. Alors, donc, il a trouvé ce type de granit. On le trouve, il l'a découvert au niveau de Taznart, mais on le trouve dans toutes les boutonnières de l'anti-atlas. Et il a généralement les mêmes caractéristiques. Alors, les datations, ils nous ont donné entre 2050 et 2030. C'est un granit à composition de granodiorite, un mosogranite, c'est-à-dire il est un peu sombre. Alors, ce qui le caractérise, c'est essentiellement ça. Il est porphyroïde. Est-ce que ça veut dire une roche porphyroïde? On dit qu'une roche elle est grenue, mais lorsqu'on dit grenue, isogranulaire, lorsque toute la taille de tous les grains est la même. Mais lorsque nous avons la roche,
grenu, mais avec des grands cristaux. Regardez la taille du stylo. Donc c'est à peu près, voilà, quelque chose comme ça. Mais croyez-moi, j'ai trouvé des cristaux qui ont atteint 12 cm. Comme les pains, vous voyez le khubz اللي تاخده في la boulangerie. Donc c'est comme des galettes qui ont un diamètre de 12 cm. Je l'ai trouvé dans la boutonnière de Agadir Melloul. Voilà. Alors donc ce qui le caractérise, c'est un granit donc un peu sombre. Il n'est pas très clair comme vous le voyez parce qu'il est riche en biotite. Mais cette biotite, elle est transformée lors de l'orogenèse panafricaine en chlorite essentiellement. Mais ce qui le caractérise, c'est cette texture porphyroïde. Des grands cristaux qui vont de 2 moyenne jusqu'à 5, mais comme je vous l'ai dit, ils peuvent dépasser 5. Alors, géochimiquement, c'est un granit calco-alcalin et il est transformé sous les conditions épizonales à la solitude des événements panafricains. Alors, une chose importante quant à ces granites que vous voyez ici, c'est que les grains ne sont pas disposés n'importe comment. Je veux dire, les phénomènes, comme vous le voyez, ils sont alignés. Ici, ils sont petits, on ne les voit pas, mais ils sont également alignés. Regardez sur une autre diapo. Je crois que non, je l'ai supprimé parce que pour limiter le nombre de diapos. Alors, les sont alignés, ça veut dire quoi? Ils tracent la fluidalité magmatique. Je tire votre attention, c'est que cette orientation, elle n'est pas due à la déformation. Elle est faite lors de la cristallisation du granit lui-même. C'est-à-dire que les grands cristaux de l'orthose, essentiellement les phosphates potassiques, sont formés, mais encore nous avons le magma qui est encore à l'état liquide. Et le fait que les minéraux sont orientés, ça veut dire qu'il y a des contraintes tectoniques lors de la cristallisation du granit. C'est pourquoi on les appelle des granites syntectoniques. C'est-à-dire ils se sont mis en place alors que la déformation est très intense. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la fabrique magmatique ou bien la fluidalité magmatique. C'est la caractéristique de ces granites. Donc je répète, nous avons deux types de granit. Le premier qui est sombre, il a une composition de granodurite, c'est-à-dire entre la granodurite et le granit, ou bien un monsogranite, peu importe, et les porphyroïdes, affinocristaux d'orthose, de 2 à 3, qui sont orientés. Et ce granit, comme vous le voyez, il est un peu verdâtre, sombre, parce que la biotite il est transformée en chlorite. Alors, le deuxième type de granit, c'est ce que Schubert a toujours appelé le granit de Tasnacht. C'est-à-dire, parce que pourquoi les deux termes viennent de la boutonnière de Tasnacht, Azgemerzi Silhouette qui la traverse, type Tasnacht, c'est le village de Tasnacht. Je parle de l'ancien village, parce que Tasnacht actuellement, il y a la Tasnacht village, c'est-à-dire ville si vous voulez, mais il y a un douar de Tasnacht qui est un peu loin. Alors, lui a donné ce nom parce que le village de Tasnacht, il est construit sur ce granit. Alors, si vous comparez les deux, tout à l'heure, elle est sombre. Celui-là, elle est claire. Qu'est-ce que ça veut dire sombre? Elle est très riche en biotite. Celui-là, il est pauvre en biotite. Celui-là, elle est presque mésocrate, si vous vous rappelez un petit peu les souvenirs de la première année. Donc, nous avons des roches mélanocrates, c'est des roches basiques comme les gabbros, les basaltes. Vous avez des roches mésocrates, c'est l'andésite, c'est la diorite, c'est la granodiorite. Et puis vous avez les roches leucocrates, si vous vous rappelez, c'est les granites, c'est la rhyolite, c'est la trachyte, c'est la syénite. D'accord? Donc là, je parle donc d'une roche mésocrate. Donc c'est l'intermédiaire entre un granit et une granodiorite. Il est sombre. Alors que ça c'est le granit type Azgemerzi, mais on le trouve dans toutes les boutonnières de l'anti-atlas. Le type Tasnacht, c'est à peu près le même âge, seulement celui-là il est un peu récent. Très probablement, donc, il est venu après l'autre. Alors lui, il est leucocrate. Comme vous le voyez, il est blond. Il y a très peu de minéraux sombres. Il n'y a pas beaucoup de biotite. Il est porphyroïde comme l'autre. Donc vous voyez ici les grains
les phénocristaux aussi, vous les voyez là. Donc c'est la même chose de point de vue texture, mais celui-là, il est un peu pegmatitique, c'est-à-dire il y a des granites, mais on trouve des pegmatites aussi. Les pegmatites, c'est quoi? Ce sont des roches magmatiques avec de très gros cristaux. Vous allez les voir sur Jbilat après, peut-être pour ceux qui feront la métallo. Alors, les pegmatites, d'ailleurs, vous les avez au niveau du département de géologie avant d'aborder l'escalier. Toutes les roches, donc faites attention la prochaine fois si vous venez. J'espère que vous viendrez le plus tôt, bien sûr. Vous voyez, c'est des grands blocs où il y a beaucoup de grands cristaux de feldspath, des grands cristaux de quartz, des grands cristaux de tourmaline. C'est ce qu'on appelle des pegmatites. Donc, dans l'anti-atlas, nous avons ces granites de Tasnart qui est le cocrate, qui est porphyroïde, et est très associé avec les pegmatites. Alors, il présente une composition de leucogranite, c'est un granite leucocrate. Leuco, ça veut dire blanc, granite, donc c'est blanc granite. Il est accompagné de la mise en place donc de pegmatite dont je vous ai parlé. Il est exploité pour le béryl, pour les micas, le béryl et les phosphates potassiques. Au niveau de Tasnart, on a récolté des béryls qui ont à peu près, parce qu'au fond le béryl c'est un minéral qui est hexagonal et qui est prismatique. On a trouvé des cristaux avec environ 80 cm, presque 1 mètre de longueur et environ 30 cm de largeur. Un petit bout et je l'avais prêté à Madame Stéphane. Voilà, donc je vous ai dit que ce granit, donc le cocrate, il est clair, il a la même texture que l'autre, il est porphyroïde, il y a des grands cristaux de feldspath, seulement il est blanc, d'accord? C'est un leucogranite, il est associé essentiellement aux pegmatites exploités. Normalement, il y a les micas, alors les micas, on peut atteindre des micas jusqu'à 50 cm. La même chose pour les feldspaths potassiques. On trouve donc de ces deux types de granites, que ce soit Azgemerzi ou celui-là, on le trouve dans toutes les boutonnières de l'anti-atlas. Généralement, lorsqu'on dit un leucogranite, d'ailleurs, vous savez, les granites, nous avons deux types. Nous avons dit, en première année, on vous a parlé de la différenciation magmatique et la cristallisation, si vous vous rappelez. C'est-à-dire, nous avons le magma dans une chambre magmatique. Il nous donne d'abord les roches mélanocrates, qui sont basiques, c'est-à-dire les gabbros. Et puis ensuite les roches mésocrates, les diorites, et puis enfin les roches leucocrates qui sont acides, si vous vous rappelez, et ce qu'on appelle des granites. Donc ça c'est la différenciation au niveau d'une chambre magmatique. Donc ce sont des granites d'origine montilique, parce que le magma il provient du manteau. Il subit la différenciation, il nous donne donc des roches basiques, des roches intermédiaires et des roches acides. Mais il y a une sorte de granite qu'on appelle des leucogranites qui proviennent de la fusion de la croûte continentale. C'est-à-dire il n'y a pas de différenciation et rien. La croûte continentale est fondue, il nous donne un granit clair. Alors que le granit d'origine montilique, il provient de la cristallisation fractionnée d'un magma basique initialement, c'est-à-dire d'origine montilique, dans une chambre magmatique. Donc voilà un petit peu pour les deux types de granit. Alors que les roches basiques, elles sont très rares. Elles affleurent dans les boutonnières de Tasnart. C'est comme généralement des amphibolites ou bien vraiment des roches, des métagabbros qui sont vraiment qui sont transformés. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous parler, donc voilà, avant d'aborder ceci, donc je fais un petit rappel. Alors, donc, les burniens, je vous ai dit que les burniens, on le trouve, vous vous rappelez bien, pas le protérozoïque, les burniens, on le trouve de la partie sud-occidentale, jamais de la partie nord. Donc, c'est ce que vous avez en violet, dans ces boutonnières. Alors, il est formé d'un socle, pardon, le socle est formé de schiste, d'un encaissant schisteux, qui est formé de schiste, de mécaschiste jusqu'au gneiss.
Et ces terrains métamorphiques, ils sont affectés par l'orogenèse hibernienne, c'est-à-dire c'est elle qui a permis la mise en place de granit. Et puis après, le tout est transformé lors de l'orogenèse panafricaine, c'est-à-dire vers ces 100 millions d'années. Et voilà, donc ils ont cette allure, ce sont des dépressions, c'est des cuvettes avec le socle Flöcker et bien sûr la couverture, le néoprotérozoïque dont nous allons parler, et qui forme les falaises. Voilà. Donc le socle, je vous ai dit, donc c'est des schistes, c'est des mécaschistes, c'est des gneiss, c'est des mégmatites, etc. C'est-à-dire des roches qui sont bien déformées. Et puis nous avons pour les granites, nous avons deux types. Un type qui est sombre, qui a cet âge, et qui est caractérisé donc par la présence de phénocristaux. C'est très probablement d'origine mantélique, mais bon, je ne rentre pas dans ces détails, bon, on le verra après. L'essentiel, il est sombre et les mésocrates. Et c'est le plus ancien. Et puis, vous avez le second type de granit, il est clair, c'est ce que Schubert avait appelé le granit type Tasnart. Voilà, qui date de 2038, bon c'est les âges qu'on a obtenus jusqu'à maintenant, et qui est clair, rose, d'ailleurs vraiment on ne peut pas les confondre, et qui est très associé, et qui est associé avec beaucoup de pegmatites. Comme je vous dis, les pegmatites ce sont des roches filoniennes essentiellement, composées de grands cristaux de mica, de béryl, de feldspath potassique et de tourmaline. Ces deux types de granit, on les trouve dans presque toutes les boutonnières de l'Anti-Atlas. Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que au sein de ces légogranites, il y en a encore plusieurs. Au sein du granit type Esgemersgi, il y en a plusieurs. Mais je vous donne juste les titres. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Les roches basiques, elles sont très rares. Elles affleurent dans certaines boutonnières. Elles sont généralement transformées en ophobolites. Alors, la chose que je vais vous dire, c'est que des études récentes, ça veut dire quoi, à partir de 2013, on a noté la présence d'une activité magmatique tardi-hibernienne sous forme de filon basique, qui recoupe les granites et leur encaissant dans plusieurs boutonnières. C'est-à-dire que vers la fin de l'orogenèse hibernienne, nous avons une activité magmatique intense qui nous a donné du volcanisme basique, mais sous forme filonienne. Donc, vous voyez, c'est des âges tardis hiberniens. Donc, voilà pour ce qui est du paléoprotérozoïque. Donc, on s'arrête à quelle heure à midi? Donc, il nous reste, on peut déjà donc aborder le programme. Donc, je ferme celui-là. Enregistrer, ne pas enregistrer, je ne sais pas, je vais enregistrer. Je peux ouvrir l'autre. Alors, bureau. C'est bon? Je vois jusqu'à maintenant? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, je ne vous ai pas bien entendu lorsque vous avez parlé sur le pegmatite. De quoi il se caractérise? Alors, les pegmatites, je vous ai dit normalement, c'est des roches qui sont généralement filoniennes, sous forme de filons. Et elles sont caractérisées par la grandeur des cristaux. Les cristaux, généralement, ils dépassent 5 cm, 10 cm, ils peuvent même aller jusqu'à 1 mètre. Ils ont généralement la composition d'un granit. On trouve le quartz, le feldspath, les micas et généralement le béryl et la tourmaline. D'accord? C'est ça qui les caractérise un petit peu des autres roches magmatiques. Ils sont caractérisés par leur texture qui est très grossière. C'est bon? Oui. Alors, ça va, vous arrivez à suivre? C'est pas très lourd? Bon, j'essaye de ralentir un petit peu de façon à vous permettre d'assimiler un peu les choses. Alors, donc, on a fini le paléoprotérozoïque. Donc, on a vu l'archéen au niveau de la dorsale algibète. Donc, on a vu le paléoprotérozoïque au niveau de l'anti-atlas. Maintenant, on va voir le néoprotérozoïque.
C'est-à-dire, on a vu ça, on a vu le paléoprotérozoïque rapidement. Alors, le mésoprotérozoïque, c'est-à-dire à partir de 1600 jusqu'à 1000, nous ne l'avons pas. Pas seulement au Maroc, mais à l'échelle du craton ouest-africain. Mais je veux vous dire un mot un petit peu vers la fin, parce qu'il y a des récentes découvertes. Bon, on suppose que nous avons du mésoprotérozoïque au Maroc, c'est une publication de 2014, je vais vous en parler après. Mais pour le moment, ce n'est pas vraiment encore bien fondé. On considère donc que le mésoprotérozoïque il est absent, et on passe directement au néoprotérozoïque. Si vous vous rappelez, lorsque je vous ai présenté les figures donc, des boutonnières, vous avez donc le socle, qui est des granites, des schistes, et puis tout de suite, vous passez au néoprotérozoïque. Il n'y a pas de mésoprotérozoïque. Alors, le néoprotérozoïque, donc, c'est ça, à partir de 1000. Donc, le paléoprotérozoïque, c'est de 2500 jusqu'à environ 1600. Ça, on considère que c'est absent. Et puis, donc, nous avons le néoprotérozoïque qui commence à partir de 1000. Ça va jusqu'à l'actuel. Il est subdivisé en trois systèmes, le tonien, le cryogénien et l'édiacarien. D'accord? Alors, le néoprotérozoïque, c'est ce qu'on appelle le protérozoïque supérieur, ou bien on l'appelle le panafricain. Celui-là, on l'appelle les burniens, parce qu'il est affecté par l'orogénèse burnienne vers 2 milliards jusqu'à, c'est-à-dire l'orogénèse burnienne, elle a eu lieu vers cet âge, entre 2000 et 1600. Alors, l'orogénèse panafricaine, c'est à peu près par là. Monsieur, Oui? je ne vois pas la diapositive. Ah bon? Monsieur, Oui? Ah, vous la voyez pas? non. D'accord, donc je reviendrai sur... Ok. Donc je vais refaire le partage. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon? Je répète alors. Donc, je vous ai dit que le néoprotérozoïque, c'est ce qu'on appelle le protérozoïque supérieur ou bien le panafricain. Donc, on a vu le paléoprotérozoïque, c'est ce qu'on vient de voir. Le mésoprotérozoïque, c'est-à-dire tout ceci, ça n'existe pas. Et le néoprotérozoïque, c'est ça. Donc, c'est la partie supérieure du précambrien. On l'appelle le panafricain. Parce que l'orogénèse panafricaine, il a eu lieu vers la fin. Le paléoprotérozoïque, on l'appelle les burniens, parce que l'orogénèse burnienne, il a eu lieu vers cet âge, c'est-à-dire la fin. Alors, le néoprotérozoïque, normalement, c'est là, je vous ai parlé, il y a beaucoup de subdivisions de précambrien au Maroc. Normalement, au niveau de l'Archéa, au niveau de l'Éburnien, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce que nous n'avons pas beaucoup d'affleurement de terrain. Et en plus, c'était des roches magmatiques, métamorphiques, c'est pas facile à étudier. Par contre, le néoprotérozoïque, c'est essentiellement une couverture volcano-détritique, c'est-à-dire des roches volcaniques, des roches sédimentaires, etc. Donc, c'est facile à étudier. Alors, l'ancienne subdivision, je reviens un petit peu à ce qui a été fait par le Schubert et Leblanc. On a subdivisé le néoprotérozoïque en protérozoïque inférieur 2, c'est ce qu'on appelle le P2, ce que le Schubert appelait le précambrien 2, inférieur. Et puis le précambrien supérieur, il l'a subdivisé en P2-3 et en P3. Qu'est-ce qu'il a fait Leblanc? Il a introduit les phases de l'orogénèse panafricaine. Il a mis une ici. Donc nous avons le néoprotérozoïque ici. Voilà donc le néoprotérozoïque, il commence par ça. Après le dépôt de cette formation, il y a une phase de l'orogénèse panafricaine. Il y a un autre dépôt. Il y a la deuxième phase de l'orogénèse panafricaine. Et puis, il y a un autre dépôt. Donc, retenez bien une chose, c'est que nous avons trois parties au niveau du néoprotérozoïque. Le paléoprotérozoïque, nous avons une seule. Un encaissant schisteux, gneissique et des granites. Ici, nous avons trois formations, trois épisodes.
Ça, c'est la nomenclature de Schubert et de Leblanc. Mais maintenant, c'est un peu dépassé. On ne parle plus du précambrien, hein, on parle du néoprotérozoïque. Et comme je vous l'ai dit, on utilise les subdivisions de groupe de Ouarzazate, supergroupe de Ouarzazate et supergroupe de Sahara. Je ne sais pas si je mets ceci sur la diapo. Voilà. Je reviendrai. Donc ça. Voilà. Voilà la nouvelle subdivision du néoprotérozoïque. Nous avons le néoprotérozoïque inférieur. Et nous avons le néoprotérozoïque moyen. Ça, c'est l'autonien, ça, c'est le cryogénien. Le néoprotérozoïque moyen est subdivisé en deux. Ceci est déposé directement sur le socle péburanien. Ensuite vient l'orogenèse panafricaine et qui a déformé tout ça. Après cette phase, nous avons le dépôt de ceci, du supergroupe de Ouarzazate Koulou. Ça, c'est le supergroupe de Sahro. Voilà, ça c'est le supergroupe de l'anti-atlas, pardon, je m'excuse. Le supergroupe de l'anti-atlas, c'est avant l'orogenèse, avant la première phase de l'orogenèse panafricaine. Le supergroupe de Ouarzazate, c'est tout ce qui est après. Il est subdivisé par l'orogenèse, la phase tardive de l'orogenèse panafricaine, en trois groupes. Groupe de Boussahron, groupe de Bousselda et le groupe de Ouarzazate. Alors nous maintenant, voilà la nomenclature, la subdivision qui est adoptée actuellement. Et dans toutes les cartes géologiques récentes sur l'anti-atlas, voilà ce qu'on trouve. On ne trouve plus le précambrien 1, le précambrien 2, le précambrien 3. Donc voilà la subdivision qui est admise par le ministère de l'Énergie et des Mines. C'est ce qu'on trouve sur toutes les cartes. Alors sur ceci, donc voilà le paléoprotérozoïque. Donc on commence par le groupe de l'anti-atlas, c'est celui-là. Il contient donc le cryogénien. Donc normalement, ça c'est l'autonien. Bon, ça va vous déranger un petit peu. L'essentiel, c'est que nous avons trois parties. Nous avons trois parties au sein de celui-là. Le précambrien inférieur, pardon. C'est en avant. Voilà. Donc, le supergroupe de l'anti-atlas, nous avons trois parties. Nous avons ce qu'on appelle le néoprotérozoïque inférieur. C'est le groupe de Tardoute-Lex, séro-ophiolitique, et ça. C'est-à-dire ça. Voilà un groupe, voilà un deuxième, voilà un troisième. C'est bon? Voilà donc l'X-Tardoute, Bouézer, Arc. Les trois. Les voilà. Le tonien, groupe de l'X, parce qu'on utilise beaucoup plus les groupes. Le groupe de l'X-Tardoute, la cirée ophiolitique et l'arc. Voilà, nous avons là. L'X-Tardoute, Bouézer, Arc. Et voilà l'orogenèse panafricaine. Elle a eu lieu, la première phase ici. C'est ça la limite. Donc voilà le supergroupe de l'anti-atlas. Le reste, c'est le supergroupe de Ouarzazate. Voilà, donc le reste, c'est ça. Donc nous, on va commencer donc par le plus ancien, on va aller vers l'eau. Alors, donc voilà le paléoprotérozoïque, c'est tout ce qui est mauve, bien violet, je ne sais pas comment vous l'appelez. Le néoprotérozoïque, c'est le reste. Donc au niveau de l'anti-atlas, il n'y a pas d'archien. Il y a le paléoprotérozoïque qui est le violet, et le reste, c'est le néoprotérozoïque. Alors le néoprotérozoïque, nous avons donc deux groupes. D'accord? Il y a une partie avant l'orogenèse panafricaine, avant la première phase, et une partie après.
Alors, on va commencer par, normalement, tout ce qui est bleu. Nous l'avons ici, 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 ici. Donc, nous avons un petit peu, dans toutes les boutonnières, nous avons un petit peu. Mais avant de les détailler, j'ai une chose très importante à vous dire. C'est que, vous imaginez, donc nous avons formé l'orogenèse éburnienne. Je recule un petit peu en arrière. On retombe sur, donc, le craton ouest-africain. Gna, il est formé de la dorsale de Lio ou bien le dorsale de Man. Et en fait, c'est un peu les deux, mais généralement, il y a le Man vers ici, et Lio ici, généralement, on l'appelle la même chose. Et puis la dorsale argilette. Donc voilà, il y a l'archien, comme vous le voyez ici, c'est toute la partie ouest, et il y a l'éburnien, c'est la partie est. Donc après l'orogenèse éburnienne, ceci aussi, le shield en anglais, ça veut dire le bouclier, ou bien le craton si vous voulez. Donc nous avons le craton Twerk en Algérie et le nigérian Tchel. Tout ceci, normalement, il faisait partie du craton ouest-africain. Toute cette grande patate. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Néoprotérozoïque? Autrement dit, vous vous rappelez tout à l'heure, comme que tous les cratons, ils étaient réunis pour former la Pangea. Ce qu'on appelle Rodinia, vers de 1000 jusqu'à 1300 millions d'années. À partir de 800 millions d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Ces cratons commencent à se séparer. Eh bien, c'est ce qui est arrivé ici. Alors, on va le lire ensemble. L'une des principales caractéristiques du Néoprotérozoïque à l'échelle du craton ouest africain, c'est une déstabilisation du craton qui est resté stable depuis l'orogenèse éburnienne. Parce que la fin de l'orogenèse éburnienne, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est 1600. Alors, à partir de 800, c'est-à-dire le Néoprotérozoïque, cette déstabilisation, elle s'est manifestée tout d'abord par la mise en place d'un réseau de dikes basiques. Qui dit un dike basique, c'est quoi? Dit une distension. Parce qu'un dike, c'est le remplissage d'une fracture. On trouve les dikes basiques tout le long du craton. Nous les avons au niveau de l'anti-atlas, au niveau de la dorsale argivat et même jusqu'ici. On les trouve au niveau de dorsale Touareg, au niveau de l'Algérie, au niveau de Nigeria. Mais ce qui est surtout très très important, c'est une distension qui a entraîné une grande cassure le long de la partie est du craton. C'est le trait rouge. Il y a une grande faille. Il y a un grand bassin. Haoud. Qui longe toute la limite est de l'actuel craton ouest-africain. Parce qu'avant, Hatchikouli, il faisait partie du craton. Mais maintenant, bon, le craton, c'est un peu strict, c'est ça. Il est limité par ce trait rouge. Ce trait rouge, c'était un ancien accident. C'était un bassin, c'était un rift. C'est le début de l'ouverture d'un océan. D'ailleurs, le fait que les filons basiques ici, ça veut dire qu'il y a une distension. C'est dommage, il y a deux figures que je n'ai pas enregistrées. Peu importe. Donc nous avons ici donc une grande faille qui sépare deux blocs. Un bloc vers l'ouest, vers l'est, et un groupe vers l'ouest. Et un bloc vers l'ouest. Et il y a un rift. Un rift, c'est le début d'un océan. Et ceci, il a eu lieu vers 800. Le Néoprotérozoïque. Alors, le long de cet accident, on commence à former la croûte océanique. Donc, il y a un océan qui commençait à se développer ici, c'est-à-dire la séparation. Alors, donc, je vous ai dit qu'ensuite, par une décision ayant entraîné une grande cassure le long de la partie est du craton, le long de laquelle se sont mises en place des roches basiques et ultra basiques.
C'est normal, lorsqu'on ouvre un océan, qu'est-ce qui s'est passé entre l'Afrique et l'Amérique, il y a 200 millions d'années, voilà, il y a une séparation de l'Afrique et de l'Amérique. Et on commençait à développer l'océan petit à petit, jusqu'à ce qu'on a formé une grande croûte océanique. Alors, ce n'est que dans la partie nord-est du craton, c'est-à-dire au niveau de l'anti-Atlas, ici. C'est là où on a trouvé de véritables ophiolites. Des ophiolites réels. Des ophiolites, des ophiolites, c'est la croûte océanique réelle, complète. Donc la croûte océanique, c'est-à-dire qu'ici on atteint le stade vraiment de l'océan. Donc, c'est un bloc, c'est un bloc, donc c'est vraiment ouvert. Un océan. On a formé un océan à ce niveau-là. Mais ce niveau-là reste à le stade rift. On a vraiment un bassin qui موقع في le Trias في المغرب. C'est pourquoi le Trias, on a les terrains rouges et des basaltes. Donc on a un stade rift. Parce que le fin Trias du Jurassique, l'Afrique elle était associée à l'Amérique. Alors il y avait deux bassins, un fleuve Atlas actuel et un autre l'océan Atlantique actuel. Au niveau du Haut Atlas, c'était un bassin qui est ouvert et qui est fermé rapidement. C'est ce qu'on appelle un rift avorté. Il n'a pas abouti, mais on sur le stade océan. Alors que l'Atlantique, lui, est à un stade océan. Donc la même chose ici. Nous avons ici un rift avorté. Ici, nous avons atteint un océan. Le témoin, c'est les ophiolites. C'est-à-dire une véritable croûte océanique. Un au niveau de Sirois ou un au niveau de Boisage. Voilà, donc je m'arrête ici. Donc j'espère que vous avez retenu quelque chose. Ça va, vous arrivez à retenir un petit peu. Si vous avez des remarques, vous pouvez me les dire sans problème. Les jeunes? Allô, vous m'entendez? C'est bon, vous m'entendez? Oui, monsieur. Alors, vous avez des questions, vous avez des remarques? Monsieur. Est-ce que vous avez des remarques?